Bonjour à tous. Alors, on va arrêter les votes pour savoir laquelle de ces deux boîtes GF Go je vous fais gagner pour Noël. Et vous avez choisi la 2 avec 54% des votes. Si, ils ont voté pour la 2. Pourquoi pas la 2? D'accord. C'est là où tu planques tes escalopes de poulet? C'est ça? Bon, bah les gars, vous avez voté à l'unanimité pour la 1. On fera le déballage demain et je vous expliquerai comment participer. C'est gratuit et sans aucun engagement de votre part, bien entendu. Et pour ceux qui voudraient en acheter un, le lien est dans le descriptif et n'oubliez pas mon code Vertigo30 qui en plus des 10% de remise et des frais de port gratuits vous permettra aussi, en cas de souci, on ne sait jamais, que je puisse intervenir et faire accélérer les démarches puisque moi j'ai le listing de tous ceux qui achètent en passant par mon code et chez GF Go, c'est pareil, ils savent lorsque c'est moi qui vous ai envoyé. Vous devenez en quelque sorte des clients VIP. Donc, en France, on a notre Mozart de la finance qui est en train d'achever sa plus belle symphonie, qui est la ruine du pays dans les larmes et le sang. Et au Portugal, ils ont Carlos Tavares. Alors Carlos est né le 14 août 1958 à Lisbonne et il est le fils d'un comptable qui travaillait chez un assureur français et d'une prof de français. Voilà certainement pourquoi il parle parfaitement notre langue sans aucun accent. Il a fait une classe préparatoire en maths au lycée Pierre de Fermat à Toulouse, puis a été diplômé ingénieur de l'école centrale de Paris en 1981. Il est marié, père de 3 enfants et est un proche de l'ancien Premier ministre du Portugal, José Socrates. Il est entré chez Renault en 1981 comme ingénieur d'essai à Aubevoie, a été envoyé chez Nissan en 2005 comme patron pour la zone Amérique et il siégeait au conseil d'administration. En 2011, il est nommé numéro 2 chez Renault, juste derrière Carlos Ghosn. Et le 14 août 2013, tout comme Sarkozy qui disait penser devenir président pas uniquement le matin en se rasant, il déclare « À un moment donné, vous avez l'énergie et l'appétit pour devenir numéro 1. Mon expérience serait bonne pour n'importe quel constructeur. » Sauf que l'autre de Carlos, il ne l'entend pas de cette oreille et 15 jours plus tard, le 29 août, Carlos Tavares annonce son départ de chez Renault-Nissan. Le 1er avril 2014, et non, c'est pas une blague, il entre chez Peugeot qui est au bord de la faillite en tant que directeur opérationnel de la branche automobile et il présente son plan de relance qu'il a nommé Back to the Race. Oui, il est portugais, il travaille pour une entreprise française, mais il parle la langue des affaires, l'anglais. On dit qu'il aime se présenter comme un psychopathe de la performance et il va appliquer ses méthodes. Baisse des coûts, diminution du nombre de modèles, hausse des prix et de la marge et forte pression sur l'ensemble du personnel, dont celui du management. Le retournement est spectaculaire et est devenu un cas d'école. Le groupe se redresse dès la première année et surfera ensuite sur le succès de certains de ses modèles, comme la 3008. Sauf que ces mesures avaient déjà été amorcées avant son arrivée, il a donc en partie bénéficié d'un effet d'aubaine. 2 ans plus tard, en 2016, devenu groupe PSA, le lion a faim, très faim. Il rachète Opel et Vauxhall le 6 mars 2017 pour 1,3 milliard d'euros. Opel retrouve le chemin du succès, mais ce n'est pas sans sacrifice. 5200 personnes sont licenciées en Europe, dont 3700 outre-Rhin. Le 30 octobre 2019, c'est la fusion à 50-50 avec le groupe italien FCA, Fiat Chrysler Automobile, un mariage à 50 milliards de dollars dans lequel la famille Peugeot doit accepter que le premier actionnaire du groupe devienne une autre famille. La célèbre famille Agnelli, créatrice du groupe Fiat, qui détiendra 14,5% du nouveau groupe, tandis que Peugeot, l'État français et le chinois Dongfeng, qui était actionnaire de Peugeot, détiendront chacun 6% du nouveau groupe. Le nouveau siège social est implanté aux Pays-Bas et Carlos Tavares prend la tête du groupe qui par la suite prendra le nom de Stellantis. Ils emploient 250 000 personnes à travers le monde et celui qui est devenu le 4e constructeur mondial est un groupe composé de nombreuses marques à la fois concurrentes mais très complémentaires comme Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobile, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Peugeot, Opel, Vauxhall ou Ram.
Mais ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car sous l'eau, on est en train de noyer tout le monde. Chasse au cou dans les usines, entraînant de nombreuses suppressions de postes et une augmentation des cadences. On travaille en flux ultra tendu avec un outil de travail vieillissant. On pressurise les fournisseurs, on rogne sur la qualité et encore plus grave, sur la recherche et développement. Et on le sait tous, dans un marché en pleine mutation, si tu avances à 100 km/h alors que le peloton roule à 200, tu prends un retard que tu ne rattraperas jamais et tu finis arrêté sur le bord de la route. Et de nos jours, avec les réseaux sociaux, tu ne peux plus rien cacher, tout finit par se savoir. Donc lorsque tu mets 10 ans pour remplacer des airbags défectueux, que tes assemblages de carrosserie sont très approximatifs, que tu commercialises des moteurs pourris et que la seule solution que tu trouves c'est d'en modifier le nom, ou que tes voitures électriques ne sont ni très évoluées ni très fiables, eh bien, ça finit par se savoir. Et je ne vous parle même pas des Maserati électriques, vendus plus de 200 000 €, qui sont moins performantes que des Tesla à 50 000 €. Résultat des courses, certes pendant quelques années les actionnaires touchaient des dividendes à 2 chiffres et étaient très contents, mais c'est la politique de la terre brûlée. Finalement les ventes se sont écroulées, le personnel est très mécontent, les concessionnaires se rebellent, les licenciements et fermetures d'usines se multiplient, les stocks s'accumulent tant chez le constructeur que chez les concessionnaires. Les 1,2 litre de PureTech sont devenus pratiquement invendables. Les actionnaires ont commencé à douter. Chrysler a demandé le divorce. Les grèves se sont multipliées. Mais l'ami Carlos, dont la rémunération a été de 100 000 € par jour en 2023, tel le commandant du Titanic, gardait son cap tout en accélérant. Âgé de 66 ans, il devait partir à la retraite en octobre 2025, mais coup de théâtre. Ce dimanche 1er décembre 2024, il a été poussé à démissionner avec effet immédiat par le conseil d'administration de Stellantis. John Elkann, héritier de la famille Agnelli, est premier actionnaire du groupe et celui qui a initié cette décision et il prendra jusqu'au printemps la tête du nouveau comité exécutif temporaire. Alors pour tout vous dire, j'ai failli ouvrir une cagnotte en ligne en faveur de notre ami Carlos, mais j'ai vite été rassuré en apprenant qu'il partirait en retraite anticipée avec une prime de départ de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ça, plus sa retraite, plus son domaine viticole, plus les nombreux séminaires qu'il animera, je pense qu'on peut être plus rassuré pour son avenir que pour celui des dizaines de milliers de salariés des usines qui ferment jour après jour dans toute l'Europe. Salut à tous.